Bonjour camarades, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la situation au Venezuela. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Henry Parra, président du Parti communiste vénézuélien, pro-Maduro. Griselda Herrera, secrétaire à l'organisation du Parti communiste vénézuélien. Alors le Parti communiste dont vous faites partie fait partie de la grande coalition patriotique. Oui, nous faisons partie du grand pôle patriotique. Le grand pôle patriotique au Venezuela est composé de 13 partis, parmi lesquels le PSUV, le parti fondé par le camarade Hugo Chavez, notre parti et 11 autres partis, Tupamaro, Unión Patriótica Venezolana, qui fête d'ailleurs aujourd'hui son anniversaire, le parti Patria para Todos, le parti Enamórate, le parti Vert, Podemos, Somos, Futuro. Ces 13 partis forment la large alliance du grand pôle patriotique. Et c'est celle qui a participé aux 3 derniers processus électoraux. Les élections présidentielles en juillet 2024, les élections des députés nationaux et des gouverneurs en mai 2025, et enfin les élections des maires et des conseillers municipaux en juillet 2025. Ces 13 partis ont formé une grande alliance qui a été victorieuse jusqu'à aujourd'hui. Alors ces dernières semaines, le président Donald Trump a accusé le Venezuela et Maduro d'être un État qui se livre au trafic de drogue. Il y a quelques jours, l'armée américaine a attaqué un navire vénézuélien, tuant 11 personnes. Oui, 11 personnes. Et il y a aussi des navires de guerre américains et un sous-marin nucléaire, un sous-marin nucléaire, qui sont arrivés proches des côtes du Venezuela. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi l'armée américaine et Trump agissent ainsi? Oui, d'abord, je tiens à souligner que le fait de qualifier le Venezuela de pays narcotrafiquant, car c'est ainsi qu'ils nous décrivent, revient à faire la même chose qu'ils ont fait avec l'Irak, dont ils disaient qu'ils produisaient des armes de destruction massive. C'est exactement la même chose. Ensuite, le président français a déclaré qu'il s'était certainement trompé. Et ils ont dit qu'ils s'étaient trompés après avoir tué 1 million de personnes. Après avoir pendu Saddam Hussein, ils se sont trompés après avoir fait tout cela. Ils ont reconnu que c'était une erreur. Et cette erreur, nous disons qu'elle a coûté la vie à plus d'1 million d'hommes et de femmes, de garçons et de filles. C'est ça leur erreur. Ils ne demandent jamais pardon. Il est certain que c'était un mensonge. Cela fait partie des grands mensonges qu'ils créent, les fake news, et que le monde capitaliste croit parce que les médias de masse, les grands médias, se chargent de les promouvoir et de faire croire que c'est une grande vérité. Le Venezuela est un pays qui ne produit pas de drogue. Ce n'est pas le Venezuela qui le dit, ce sont des organismes internationaux qui n'appartiennent pas au Venezuela. Tous les organismes internationaux affirment que le Venezuela ne produit pas de drogue. Il n'y a pas de culture de marijuana, pas de culture de coca, pas de culture de pavot, et pas de culture d'aucune sorte au Venezuela. La grande quantité de drogue exportée depuis l'Amérique du Sud provient essentiellement de Colombie, du Pérou et de l'Équateur. C'est de là que viennent ces drogues. Et la Colombie est le grand producteur de drogue depuis 40 ans, comme le dénonçait le camarade Nicolás Maduro. Ce n'est pas du fait de Gustavo Petro qui est au pouvoir aujourd'hui en Colombie. Ça fait 40 ans que l'importante production de drogue a commencé en Colombie. Et une grande partie de l'économie colombienne repose sur la quantité importante de drogue qu'ils exportent. Et cette drogue a 2 voies de sortie, 3 voies de sortie. L'une par le Pacifique, l'autre par l'Atlantique et l'autre par la Guajira, qui va vers le Pacifique. Dans notre secteur, au Venezuela, qui est l'Atlantique, on estime que 5% du total de la drogue produite en Colombie et qui est exportée
De ce total, seulement 5% essayent de sortir, je dis bien essayent de sortir par le Venezuela. Le Venezuela est l'un des pays qui saisit le plus de drogue en pourcentage par rapport à ce qui se passe. L'autre partie sort par le Pacifique et non l'Atlantique. Principalement par le Pacifique. Pourquoi les États-Unis ne placent-ils pas leurs navires à cet endroit? Parce que l'économie américaine vit de la drogue, c'est simple. Les grandes bourses américaines fonctionnent grâce au blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. C'est ça la vérité. Tout cela est un énorme mensonge au sujet du Venezuela. C'est un moyen de justifier une intervention militaire. Rien de plus. C'est un gros mensonge. Si on fait le calcul, 87% de la drogue passe par le Pacifique. Et savez-vous qui est le plus grand exportateur de drogue au monde? C'est l'Équateur. Les plantations de bananes du président équatorien, de Daniel Noboa, du père du président équatorien. C'est le grand exportateur de drogue. Elle vient aussi du Pérou. Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à eux? Pourquoi ne vont-ils pas là-bas? Pourquoi ne mettent-ils pas des bateaux dans le Pacifique? Non, ils attaquent le Venezuela. Mais la drogue n'est pas la vraie raison. Depuis l'arrivée de Chavez, ils l'ont accusé de tout. Depuis l'arrivée de Chavez en 1999. Et ces accusations pèsent désormais sur le camarade Nicolás Maduro. Nous en arrivons même à penser que ce sont les États-Unis qui ont piloté l'assassinat de Chavez. Une enquête est en cours. C'est quelque chose que nous investiguons. Et un jour, lorsque les documents déclassifiés seront rendus publics, nous découvrirons peut-être qu'il a été assassiné par eux. Ils ont toujours mis en avant le rôle des Vénézuéliens. Mais non, ce n'est pas Maduro, ce n'est pas Chavez, c'est le pétrole qu'ils veulent. Les grandes réserves mondiales de pétrole ont dit que le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. On dit que le Venezuela possède la 4e plus grande réserve de gaz au monde. On dit que le Venezuela est le premier pays en termes de réserves d'or. C'est un pays riche. Avec le Brésil, nous sommes la plus grande source d'eau douce au monde. Une très grande diversité naturelle, etc. Nous sommes un pays riche sur bien des plans. Eh bien, c'est leur choix. Ils ont eu recours à de nombreuses options. En 2002, ils ont tenté un coup d'État à l'aide de militaires vénézuéliens. Ils ont tenté d'assassiner Chavez et maintenant notre camarade Nicolás Maduro. Ils ont tenté d'envahir le Venezuela. Ils ont multiplié les tentatives de coup d'État. Ils ont mis en place des actes de terrorisme et de sabotage. Et pour finir, on leur a saisi un arsenal d'armes de dernière génération. Les armes les plus modernes qui soient, dans de grands dépôts. Elles ont été saisies. On les a découvertes. C'est-à-dire qu'ils ont été désarmés parce qu'on a réussi à retirer et à saisir toutes ces armes. Donc l'impérialisme, en fait surtout sa leader, qui est María Corina Machado, est désormais isolée. 85% de la population vénézuélienne dit maintenant qu'elle ne veut rien avoir avec elle parce qu'elle est à moitié folle, qu'elle est dingue, qu'elle est bonne pour l'asile parce qu'elle n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Elle est maintenant disqualifiée et les États-Unis ont vu qu'ils avaient essayé toutes les options possibles et qu'aucune n'avait fonctionné. Et il leur appartient désormais d'assumer, de mettre en œuvre eux-mêmes les actions nécessaires pour renverser Maduro, directement, sans détour, sans mensonge. En d'autres termes, ils ont déjà admis que ce sont eux qui veulent renverser Maduro, et c'est pour là qu'ils sont là. C'est pour cela qu'ils sont là dans l'Atlantique avec ces navires, avec 100 missiles pointés vers le Venezuela. Je voulais te demander pourquoi tu dis que, bon, ils ont déjà tout essayé, armer l'opposition, la droite, tout ce qui concerne les élections. Ah, et j'ai oublié de te dire quelque chose. Parce qu'en plus, ils ont déjà perdu toutes ces options terroristes, les coups d'État, les assassinats, etc. Et en plus, lors des 3 derniers processus électoraux, nous leur avons infligé une défaite cuisante. En d'autres termes, l'Empire n'a plus d'autre choix que d'intervenir par lui-même, et c'est pourquoi ils ont choisi cette option.
La question que je me pose est la suivante. Il me semble que depuis de nombreuses années, les États-Unis ne veulent plus intervenir directement, mais utilisent des intermédiaires, des proxys, arment des terroristes, des islamistes, etc. pour attaquer un pays, d'autres pays. Et vous pensez que cette fois-ci au Venezuela, ils vont attaquer directement? Oui, parce que toutes les options ont été épuisées, toutes. Mais peut-être qu'ils vont quand même utiliser ce type d'options. Eh bien, en échange de cela, ils jouent la carte de l'envoi de navires militaires là-bas, car ils croyaient qu'un groupe de militaires vénézuéliens pourrait se soulever. Une partie de la population pourrait se soulever parce qu'elle se sentait aidée, soutenue, mais ils se sont rendus compte qu'il ne s'était rien passé, et qu'au contraire, il y avait eu un élan de la population vénézuélienne pour s'inscrire, pour s'enrôler en tant que milicien. Un milicien est un soldat, un peuple en armes. Et donc, au contraire, ils ont en fait exacerbé le sentiment patriotique de chaque Vénézuélien. Car maintenant, même des secteurs de l'opposition interne ont manifesté leur intention de s'armer également aux côtés du gouvernement pour combattre toute invasion étrangère. En d'autres termes, ce n'est plus un problème qui concerne uniquement les chavistes, c'est désormais aussi un problème qui concerne les hommes et les femmes de notre patrie qui se sentent patriotes et qui n'ont jamais abandonné leur patrie. Qui sont ceux qui régulièrement soutiennent cette invasion? Qui? Quels Vénézuéliens? Ceux qui sont à l'étranger? Car ceux qui sont à l'étranger, ce sont ceux qui n'arrêtent pas de dire il faut envahir. Ils envahissent les réseaux sociaux avec ce genre de mot d'ordre. Ils disent qu'il faut envahir le pays, évidemment, parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, ils sont hors du pays. Mais ceux qui sont à l'intérieur savent que même s'ils font partie de l'opposition, les missiles états-uniens ne vont pas leur demander « Alors vous êtes chaviste ou vous n'êtes pas chaviste? Vous êtes pour le gouvernement ou vous êtes dans l'opposition ?» Les missiles ne posent pas de questions, ils tombent, c'est tout. Donc ils veulent transformer le Venezuela en une sorte de Gaza, le bombarder et trouver le moyen d'éliminer le plus grand nombre possible de personnes pour s'emparer du pays. Car ils ont bien vu que les militaires ne s'étaient pas soulevés comme ils le voudraient. Ils ont dit « nous mettons les navires ici », et en mettant les navires, ils pensaient que les militaires qui sont à l'intérieur et qui veulent remercier le gouvernement allaient se sentir soutenus, et que la population qui est contre Maduro irait manifester contre Maduro. Non, les gens ne sont pas sortis pour manifester contre Maduro. En fait, ils sont sortis pour s'inscrire à la milice afin de soutenir et de défendre la révolution. Et donc, vous pensez que la droite, les fascistes et une partie de l'armée qui est contre Maduro sont très faibles maintenant et qu'ils ne peuvent pas se soulever? Je veux dire, j'ai pris l'armée comme exemple, mais je fais en particulier référence à cette droite fasciste dirigée par María Corina Machado. Je t'ai donné cet exemple car eux pensaient que l'armée allait se soulever, mais non, ils se sont trompés. Les hommes de l'armée vénézuélienne sont des patriotes. Ils sont en train de prouver qu'ils sont patriotes et ils ne se sont pas soulevés. Ils ne le feront pas. Mais la fasciste María Corina Machado continue de jouer la carte de l'invasion. Elle continue dans cette voie, elle veut que l'armée états-unienne vienne et la mette à la présidence. Elle se fiche éperdument du nombre de morts, des centaines de milliers de morts, elle s'en fiche. En fait, ils pensaient que les militaires vénézuéliens allaient se soulever. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés dans leurs calculs. Nos militaires sont engagés envers la patrie, pas envers Maduro, envers la patrie. Ce sont des patriotes, comme l'ont été tous les militaires de notre patrie. Les seuls militaires au monde à être partis libérer d'autres territoires. Historiquement, 4 nations ont été libérées par des patriotes vénézuéliens, par les armées dirigées par le libérateur Simón Bolívar. Les Vénézuéliens n'ont pas une culture d'envahisseurs. Ils ont une culture de lutte pour la liberté et pas seulement pour la nôtre. Les militaires vénézuéliens sont donc formés dans cet esprit. Ces militaires d'avant qui avaient été formés dans des écoles états-uniennes, ils n'existent plus au Venezuela. Cela a pris fin. Depuis l'arrivée d'Hugo Chavez, plus aucun militaire vénézuélien n'a été envoyé dans les académies militaires des États-Unis. Ils ont tous été formés à la doctrine bolivarienne, fondamentalement qui est une doctrine humaniste, une doctrine de paix. Et donc, cette année, lorsque Trump est arrivé à la présidence, au début de l'année 2025, il a inscrit Maduro et d'autres organisations vénézuéliennes sur les listes terroristes.
Il a également augmenté la récompense pour la capture de Maduro. Donc, tout ça, selon vous, ce sont des signes que les États-Unis veulent attaquer le Venezuela? Oui, bien sûr. Mais d'abord, je veux parler du cartel du train d'Aragua. C'est pas tout à fait ce qu'ils disent. C'est un gang de voleurs et de criminels, ça c'est vrai. Au Venezuela, ils ont été combattus avec du plomb. Au Venezuela, ce cartel a complètement disparu. Ce fameux train d'Aragua est une histoire répandue par María Corina Machado, qui a déclaré au monde entier que le Venezuela avait envoyé les membres du train d'Aragua pour envahir les États-Unis. Tu t'imagines? Comme s'ils allaient envahir les États-Unis. Mais bon, ça c'est sa folie à elle. Et aux États-Unis, ils ont récemment arrêté des Vénézuéliens et les ont envoyés au Salvador. 250 Vénézuéliens qui étaient en situation irrégulière aux États-Unis. Donc les États-Unis avaient bien sûr le droit de les arrêter car ils étaient en situation irrégulière, mais ils les ont envoyés au Salvador parce qu'ils faisaient soi-disant partie du cartel du train d'Aragua. Ils sont ensuite retournés au Venezuela et quand on a vérifié le dossier de chacun d'entre eux, on a vu qu'ils n'étaient pas du train d'Aragua. En d'autres termes, il s'agissait là encore d'un mensonge, d'une fake news. C'est une fausse nouvelle de dire que tous les Vénézuéliens qui se trouvent aux États-Unis ont fui à cause d'une politique criminelle de l'Empire états-unien qui nous a imposé un blocus économique, créant ainsi une situation économique extrêmement difficile au Venezuela. La droite vénézuélienne a encouragé l'émigration, elle l'a encouragée. Elle a même créé des sortes de formules tout inclus pour que les gens émigrent, une sorte de paquet tout inclus pour qu'ils partent par le détroit du Darien. Ils ont tout préparé. Ils ont dit aux Vénézuéliens, il faut que tu partes parce que ce pays ne sert à rien. Et les gens sont partis, ils sont partis. Et cela a été encouragé par la droite vénézuélienne. Et c'était la conséquence d'un blocus criminel imposé par les États-Unis qui a entraîné une crise économique. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était terrible, une crise économique terrible que nous avons surmontée petit à petit. Tout à l'heure, le camarade Roy Dassa va vous parler un peu de cette crise générée par le blocus économique imposé par les États-Unis. Nous avons résisté, nous avons traversé des moments difficiles, mais nous respirons à nouveau. Nous avons relevé la tête, aujourd'hui notre pays est différent. Nous invitons tous ceux qui nous regardent à venir au Venezuela. Venez au Venezuela. Ceux qui vont au Venezuela sont surpris par la vie que nous menons, nous les Vénézuéliens. Nous sommes des gens joyeux, nous sommes un peuple qui aime faire la fête, comme tout le monde. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes. C'est notre pays. Vous aimez ça parce que nous sommes un pays travailleur, mais aussi festif. La joie, beaucoup d'enthousiasme et la paix. Nous sommes menacés par les États-Unis. Mais nous continuons à être joyeux, mon frère. Mais cela ne signifie pas que nous nous relâchons. Nous continuons à faire ce que nous avons à faire pour défendre notre patrie, mais notre peuple continue à aller à la plage, à profiter de ses week-ends, à travailler régulièrement. C'est un pays, non comme ils veulent nous le faire croire, que nous serions un pays où tout le monde est effrayé, enfermé chez soi. Mon frère, c'est un pays qui fonctionne. Quand j'arriverai au Venezuela, je t'enverrai des vidéos pour te montrer comment la vie fonctionne. Je te les enverrai. Je m'y engage publiquement avec la date et l'heure. Je t'enverrai des vidéos du Venezuela pour que tu vois comment le pays évolue, car il faut montrer la vérité au monde. Quel est notre problème? Que les grands médias, eux, attends, donne-moi mon téléphone portable, ont empoisonné la population mondiale, et en particulier européenne, en lui racontant des mensonges à travers cela. Et donc, eh bien, nous avons manqué de canaux de diffusion. Pourriez-vous nous expliquer quel est le rôle du Parti communiste vénézuélien, donc votre parti, qui fait partie de la coalition pro-Maduro, dans les mobilisations de ces dernières années, et en particulier aujourd'hui face à la menace états-unienne? Oui, nous, au Parti communiste vénézuélien, nous faisons partie du grand pôle patriotique. Nous avons le devoir et la responsabilité historique d'être du côté qui nous revient, en soutenant cette révolution bolivarienne. Nous pouvons avoir des divergences, mais celles-ci ne peuvent pas l'emporter sur la lutte anti-impérialiste que nous menons. Aujourd'hui, nous menons une lutte anti-impérialiste contre l'un des plus grands empires que l'humanité ait connu, l'Empire états-unien. Et il serait injuste et contraire à nos principes
que pour une différence mineure que nous pourrions avoir, nous nous séparions de cette grande alliance, de ce grand pôle patriotique. Cela n'est pas possible. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité de tous les patriotes de notre patrie est nécessaire pour mener à bien cette lutte difficile à laquelle nous sommes confrontés, tout comme nos patriotes l'ont fait lors de la lutte pour l'indépendance contre l'Empire espagnol, le colonialisme espagnol. Aujourd'hui, nous menons une lutte pour la liberté contre le colonialisme. Il s'agit de cette lutte-là, être un pays libre ou un pays colonisé, dépendant des États-Unis. C'est cette lutte-là. Et un communiste doit avoir un objectif clair. Son objectif est la défense de sa patrie, la défense de sa patrie. De plus, Nicolás Maduro est un camarade président qui a prouvé qu'il était anti-impérialiste, qui a prouvé qu'il était un homme qui se battait pour la construction d'une patrie socialiste, même si nous sommes actuellement dans un processus de libération nationale. Le camarade Nicolás Maduro est un ouvrier, il était chauffeur de métro à Caracas, et le camarade Maduro est un homme qui a garanti la paix au Venezuela. Ça, c'est fondamental. Si une famille vénézuélienne veut bien quelque chose, c'est la paix. Car nous avons déjà vécu des moments difficiles il y a 4 ou 5 ans avec la Guarimba. Nous appelons cela la Guarimba. Il s'agit des actes terroristes commis par l'opposition dans la rue, où ils ont brûlé des personnes noires ou racisées parce qu'ils pensaient qu'elles étaient chavistes. Imaginez. Ils n'ont même pas cherché à savoir. C'est ce qui s'est passé avec ce bateau que les États-Unis viennent de bombarder, un bateau avec 11 personnes à bord. Qui transporte de la drogue dans un bateau avec 11 personnes à bord? C'est ma question. Un tout petit bateau en plus. Imaginez qu'ils veulent transporter de la drogue, pas des personnes. Ça aurait pu être un bateau de migrants qui se rendait aux États-Unis, c'est possible. Mais ils n'ont même pas vérifié s'il s'agissait de migrants clandestins ou d'un bateau transportant de la drogue. Non, ça leur est égal. Ils les ont tués. C'est ainsi que fonctionne l'opposition au Venezuela. Cela leur est égal. Celui-là, il est noir, ça doit être un chaviste. Il les brûlait. Bon, camarades, nous disons que Maduro est l'homme de la paix, et c'est pourquoi nous misons sur Nicolás Maduro. Bon, il y a une situation économique difficile, oui, bien sûr. Nous avons un blocus. Il y a un blocus économique. Plus de 1000 mesures coercitives unilatérales contre le Venezuela. C'est la même chose qui est arrivée au peuple cubain. Le peuple cubain subit un blocus depuis 1960. Et dire que Fidel Castro est responsable de la crise économique à Cuba est injuste. Ou dire que le camarade Raúl Castro est irresponsable, ou dire que le camarade Daniel Canel est responsable de tout ça est injuste. Alors que tout le monde sait qu'il y a un blocus économique contre Cuba. Tout le monde sait maintenant qu'il y a un blocus économique contre le Venezuela. Et évidemment, un blocus économique contre un pays dont nous dépendons à 90% nous a affectés. Aujourd'hui, cela ne nous affecte plus, parce que Chavez était un homme visionnaire et qu'il a développé une politique de relations internationales qui a élargi l'horizon du Venezuela. Ce ne sont plus les États-Unis, c'est maintenant la Russie ou la Chine, ou l'Iran, ou également la Turquie, n'importe lequel de ces pays, ou encore l'Inde, avec lesquels le Venezuela a commencé à ouvrir de nouvelles possibilités commerciales et autres. Aujourd'hui, nous affirmons que nous, les communistes, participons à ce projet parce que nous considérons que c'est jusqu'à présent la seule alternative viable pour construire une société socialiste et nous ne nous séparerons pas de ce projet. Nous ne nous en éloignerons pas, c'est pourquoi nous les accompagnons et continuerons à les accompagner. J'ai entendu des personnes de gauche ou des communistes vénézuéliens, enfin il y en a aussi en Europe, mais il y a des Vénézuéliens qui disent que Maduro, enfin, les problèmes ne sont pas causés par le blocus. Bon, c'est une partie des problèmes, mais que Maduro mène une mauvaise politique et qu'il s'allie avec la bourgeoisie et tout ça. Regardez, vous avez 2 options. Laisser mourir le peuple ou chercher des alliances. Vous avez 2 options. Que faites-vous face à un blocus économique criminel qui vous empêche de vendre ne serait-ce qu'un baril de pétrole? Dites-moi, que feriez-vous face à un blocus criminel de ce type? Il y a un blocus criminel. C'est comme si on vous empêchait d'acheter de quoi manger pour votre famille. Même si vous avez une carte de débit, personne n'a le droit de vous vendre quoi que ce soit. Que faites-vous? Je vous demande, que faites-vous? Je cherche des alliances pour résoudre le problème de ma famille. Car sinon, ma famille va mourir de faim.
C'est ce qui s'est passé avec le Venezuela. On ne le laissait pas vendre un seul baril de pétrole. On ne nous laissait pas importer ni un comprimé contre les maux de tête. Nous ne pouvions pas l'importer. Tout nous était refusé dans le monde. Les méthodes financières utilisées au niveau international, toutes les banques nous ont fermé leurs portes. Non seulement elles nous ont fermé leurs portes, mais elles ont aussi bloqué notre argent. Au Portugal, il y a notre argent. En Angleterre, il y a notre or. Tout cela nous a été bloqué. Alors que faites-vous dans ces cas-là? Tout ça est une position gauchiste. Cette position extrême dont nous parlons est celle qui finit par coïncider avec la droite, et même l'extrême droite. Si on parle d'Oscar Figuera, qui dirigeait le Parti communiste, eh bien avec ce genre de position ultra-gauchiste, il a fini par soutenir un candidat de l'extrême droite fasciste. Oscar Figuera, qui dirigeait le Parti communiste du Venezuela, a fini par soutenir Enrique Marquez, qui était un candidat du fascisme anticommuniste au Venezuela. Alors dites-moi, qui est-il? Parce que ceux qui disent cela sont ceux qui soutiennent Oscar Figuera en Europe. Que Maduro est avec la droite? Non, mon frère. Oscar Figuera était avec les fascistes. Et aujourd'hui, Oscar Figuera est d'accord avec les fascistes. De plus, attention, aujourd'hui, Oscar Figuera ne souhaite... Il mise sur une intervention des États-Unis au Venezuela afin que, si les États-Unis interviennent au Venezuela, ils puissent soi-disant sauver le Parti communiste. Avez-vous vu l'alliance que Figuera est en train de jouer? Il valide tout ce que fait l'Empire états-unien contre le Venezuela. Avez-vous vu qu'Oscar Figuera s'est prononcé en faveur de la présence de missiles, de navires de guerre états-uniens au large des côtes vénézuéliennes, près des côtes vénézuéliennes? Ils ne se sont pas prononcés, ils ne disent rien. Je veux dire, je ne peux pas comprendre, ici, entre nous. Je ne peux pas comprendre comment un communiste européen peut soutenir un homme comme Oscar Figuera qui s'allie au fascisme. Je ne peux pas comprendre que certains camarades communistes européens m'expliquent comment cela est possible. Qu'un communiste vénézuélien, un soi-disant communiste, entre guillemets, soit d'accord avec la politique de l'Empire états-unien. C'est pourquoi nous avons sauvé le Parti communiste. Nous l'avons sauvé et lui, nous l'avons expulsé. Nous l'avons expulsé parce qu'il était contre la ligne politique du Parti communiste du Venezuela, qui est un parti anti-impérialiste. Tous les partis communistes d'Europe sont antifascistes, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh bien, au Venezuela, nous sommes anti-impérialistes et antifascistes. Et le camarade Oscar Figuera, que nous avons expulsé, nous l'avons expulsé parce qu'il était pro-impérialiste. Y a-t-il un doute sur le fait qu'il y ait des raisons ou non de l'expulser? Il fallait l'expulser. Il fallait l'expulser. Je termine en disant cela. Au sein du Parti communiste vénézuélien, les jeunes, quand j'étais jeune, en 1973, quand nous avons commencé à militer, avant d'être marxistes-léninistes, nous étions anti-impérialistes. Ensuite, on s'est formé au marxisme-léninisme. Mais nous avons commencé par être anti-impérialistes. Nous avons bien appris ce mot, Yankee go home. Les peuples d'Amérique latine vous disent Yankees go home. C'est la première chose que nous apprenons. Ensuite, nous nous plongeons dans le marxisme, dans le léninisme, et nous sommes d'abord anti-impérialistes. La grande trahison qu'un militant communiste vénézuélien peut commettre est d'être pro-impérialiste. Et nous n'avons pas épargné cette trahison à Oscar Figuera. C'est pourquoi nous l'avons expulsé de notre glorieux parti communiste, qui est anti-impérialiste depuis 94 ans. Pour conclure, une question pour Griseldis. Peux-tu nous dire comment votre parti est organisé, ce qu'il fait et comment il participe à la mobilisation actuelle? D'accord. Bon, salutations camarades, amitié fraternelle et militante. Actuellement, le Parti communiste vénézuélien est organisé dans les 24 États du pays, c'est-à-dire que nous avons des comités régionaux dans tous les États et à leur tour des comités locaux avec leurs cellules respectives. Cela n'a été possible que grâce à un travail de plus de 2 ans dans toutes les régions, visant à rallier les militants qui s'étaient éloignés du parti ou qui en avaient été écartés, afin qu'ils reviennent au parti
puisque nous suivons la ligne qui correspond historiquement au parti, c'est-à-dire, comme le disait mon camarade Henry Parra, la ligne de la révolution et de l'anti-impérialisme. Nous avons également accueilli de nombreux camarades de la jeunesse désireux d'adhérer au parti et de se former au communisme. Cela nous a permis de nous développer à travers nos organisations et d'accompagner les processus politiques et électoraux que le Venezuela a connus ces derniers temps. De juillet 2024 à juillet 2025, le Venezuela a connu 4 élections régulières, une élection extraordinaire pour la région de Les Equibos et 3 élections constitutionnelles, la présidentielle, les élections des gouverneurs et des députés et les élections des maires et conseillers municipaux. À cet égard, le parti a joué un rôle historique important pour nous, puisque nous avons obtenu des mandats électifs grâce au fait que nos militants ont recommencé à croire en la représentativité du parti, en ce vote historique du Parti communiste. Il en va de même pour les amis qui ont vu dans le Parti communiste un parti auquel ils s'identifient et qui, même s'ils ne sont pas militants, votent pour nos symboles partisans, nos symboles électoraux. Nous élaborons actuellement un programme en vue d'une conférence nationale extraordinaire au mois d'octobre qui nous permettra de mettre en place les différentes commissions qui nous mèneront au processus du Congrès et qui est celui qui nous permettra définitivement de remplir le mandat donné par la Cour suprême de justice du Venezuela, qui n'est autre que l'organisation interne de tous nos organismes grâce à la participation de nos membres et des communistes, de tous nos militants qui ont les qualités requises pour cela, et enfin de décider à nouveau à travers cela et notre comité central, notre bureau politique, ce qui nous permettra d'avoir une direction décidée par la base. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et bon courage pour la lutte. Merci à vous. Nous demandons la solidarité de tous les peuples du monde dans cette lutte que notre peuple a engagée, notre peuple qui défend la révolution, un peuple prêt, si nécessaire, à prendre les armes pour défendre la révolution contre une éventuelle invasion impérialiste. Espérons que cela n'arrivera pas. Le peuple vénézuélien mise tout sur la paix, mais pour avoir la paix, il faut aussi être prêt, sinon il pourrait nous prendre au dépourvu. Merci beaucoup, camarades. Vive la patrie. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Roy Daza, je suis député à l'Assemblée nationale, où je siège à la Commission des Affaires étrangères en tant que vice-président, et je fais également partie de la Commission du dialogue, de la réconciliation nationale et de la paix. D'accord. Nous avons vu les menaces des États-Unis, les récentes menaces avec des navires armés, avec, le fait qu'ils offrent une récompense pour la capture de Maduro, etc. Comment le gouvernement vénézuélien a-t-il réagi à ces menaces? Alors, la campagne médiatique internationale menée par les médias très puissants que l'impérialisme contrôle contre le gouvernement bolivarien s'est intensifiée. Elle s'est intensifiée précisément après les dernières élections de juillet de cette année, en 2025. Pour une raison politique. De plus, entre 2024 et 2025, 7 élections constitutionnelles ont eu lieu au Venezuela, que le chavisme a remporté de manière très importante et convaincante. De même, l'opposition vénézuélienne a obtenu une représentation significative au niveau des gouvernements régionaux, des conseils législatifs et de l'Assemblée nationale. Il faut également ajouter que ces processus électoraux ont été accompagnés de l'élection de juges de paix, qui existe depuis longtemps au Venezuela, et de consultations populaires. Tout ce processus a bien sûr isolé et politiquement vaincu le secteur fasciste de la droite vénézuélienne.
Nous pensons qu'il existe aujourd'hui un consensus suffisant au Venezuela, plus précisément 5 grands consensus dans le pays. Le premier d'entre eux est la paix et la stabilité politique. Tous les secteurs de l'économie, depuis les secteurs entrepreneuriaux les plus importants, comme la Fédération du commerce, le secteur comme la Fédération de l'industrie, les secteurs religieux, les universités, les recteurs des universités, tous les syndicats du mouvement ouvrier au Venezuela, qui est très important, ont clairement manifesté leur soutien au président Maduro, aux institutions et à la démocratie vénézuélienne. Je pense que cela incite les faucons qui occupent aujourd'hui le département d'État américain à tenter de relancer cette faction fasciste de l'opposition, car ils savent également que certains secteurs qui jusqu'à récemment soutenaient cette politique ont aujourd'hui adopté une autre politique de participation électorale, privilégiant la voie du dialogue politique. De plus, certains dirigeants connus, comme Enrique Capriles Radonsky, ont été élus députés, tout comme d'autres députés tels que M. Parra et M. Bernabé Gutiérrez, qui sont des opposants très virulents à l'égard de notre pays et qui occuperont désormais un siège à l'Assemblée nationale à partir du 5 janvier prochain. Telle est la situation du pays, un pays qui, au cours des 17 derniers trimestres, a connu une croissance moyenne d'environ 5,5%, après une débâcle économique aussi importante que celle que nous avons connue entre 2017 et 2020. En outre, nous avons élargi nos possibilités d'extraction et de vente de pétrole. Le Venezuela est un pays pétrolier. Nous avons également élargi nos possibilités de production agricole avec la participation très active du capital national interne qui s'est engagé, disons, directement dans le développement, qui a misé sur le développement économique. Et aujourd'hui, plus de 95% des aliments consommés au Venezuela sont produits au sein même du pays. Auparavant, cette même quantité était importée. La relation a donc changé. Cela signifie que face à une stabilité encore relative en matière économique et à une très grande stabilité politique dans le pays depuis le 5 janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, cette stabilité politique est menacée d'être rompue par la pression politique, médiatique et militaire exercée par le gouvernement de Donald Trump. Le gouvernement de Donald Trump fait fausse route, c'est-à-dire qu'il abandonne la politique, il abandonne les possibilités offertes par la diplomatie, il se place en marge du droit international, des traités internationaux, il se place en marge de traités aussi importants que celui de la CELAC, qui déclare notre continent zone de paix. Il se place en marge du traité de Tlatelolco, qui stipule qu'il ne doit pas y avoir d'armes nucléaires en Amérique latine. En d'autres termes, il se place également en marge du dialogue politique qui a été établi au début de cette année avec le gouvernement de Donald Trump afin de ramener les migrants vénézuéliens qui se trouvent aux États-Unis. Il me semble d'ailleurs que le nombre de concitoyens qui sont rentrés dépasse déjà le millier. Il s'agit également de chercher à régulariser le retour de nos compatriotes. Par ailleurs, les négociations pétrolières avec la société Chevron, qui opère dans le pays et produit une quantité très importante d'environ 600 000 barils, ont été rétablies. C'est une quantité considérable quand on parle de pétrole. Bien sûr, je pense que cela vise à déstabiliser politiquement le pays et une réponse a été apportée à cela. Une réponse politique dont je voudrais tout d'abord dire ceci. Aujourd'hui, le pays est dans un état d'unité nationale face à l'agression.
depuis des secteurs très à droite de l'échiquier politique, jusqu'à toute la gauche qui se trouve dans le grand pôle patriotique qui est aujourd'hui uni. Il y a un consensus très important à ce sujet. Il existe un consensus sur la nécessité d'un développement économique autochtone, propre, diversifié et productif. C'est un consensus très important et je pense que cette réponse politique est liée à la décision que vient de prendre le Congrès du Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV, réuni il y a quelques jours à peine, lorsqu'il a pris essentiellement 3 décisions qui sont encore en discussion au moment où nous réalisons cette interview. La discussion, les débats à la base ne sont pas encore terminés. Ils se déroulent dans tous les États et dans les 335 municipalités du pays, dans toute la structure du parti. Cette décision politique signifie avant tout que, quelles que soient les circonstances, nous continuons à appliquer le programme des 7 transformations du président Nicolás Maduro en résolvant les problèmes du peuple, en résolvant les problèmes des gens. Deuxièmement, en consolidant le processus de renforcement des communes, où une grande partie du budget national, régional et local est élaborée par les communautés. Les communautés font des propositions, les communautés établissent des priorités lors d'une élection à laquelle participe tout le spectre, tout l'univers électoral, plus encore, bien plus que l'univers électoral, car les jeunes peuvent également participer à partir de 15 ans, et en plus de cela, il y a la possibilité de réaliser les travaux. Il s'agit évidemment d'une expérience de démocratie directe que nous développons avec beaucoup de volonté, beaucoup de participation et beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie car cela a cessé d'être une politique du chavisme pour devenir une politique de la nation vénézuélienne tout entière. Et le troisième point est le suivant. La révolution bolivarienne a toujours été définie comme une révolution pacifique. Aujourd'hui, face à la possibilité ou à l'imminence d'une invasion de troupes états-uniennes ou de mercenaires sur le sol vénézuélien, un processus de préparation de l'ensemble de la population vénézuélienne et bien sûr de notre force armée nationale bolivarienne a été lancé. Car nous allons faire ce qui nous incombe, et ce qui nous incombe aux enfants de Bolivar, c'est de défendre le Venezuela. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à vous.